Salut les amis, alors aujourd'hui, suite de la vidéo d'Amandine, développement durable et équestre, je vais jamais y arriver, développement durable équestre, et là tout de suite comme promis, l'intégralité de l'interview où Amandine va nous parler de comment elle a créé développement durable équestre, tout le chemin, j'ai réussi à le dire, tout le chemin qu'elle a parcouru avant de créer cette société et bien d'autres choses, et je vous laisse découvrir tout de suite. C'est un peu le mantra chez D2, c'est de dire j'ai envie de vivre ma vie de rêve avec les chevaux, comment est-ce que je peux faire? C'est avoir les bonnes clés. Est-ce que tu es d'accord que la passion, c'est un moteur de motivation? Bien sûr, en fait, Ouais. La première chose, toutes les personnes qui arrivent chez DDE, le premier truc, ils ont tout un module qui est dédié à eux-mêmes. On ne Ouais. parle pas du tout du projet ni rien, en fait, le projet il arrive tout à la fin. D'abord, qu'est-ce qui est important pour toi? Quelle est ta raison d'être? Et la raison d'être, ça va même au-delà en fait, de notre vie personnelle. Par exemple, chez DDE, le vrai truc, c'est d'arrêter la souffrance dans la filière cheval, que ce soit pour les chevaux, mais également pour les humains qui vivent avec eux. D'accord. Et c'est vraiment ce truc-là de dire on veut que tout le monde vive en harmonie et que chacun puisse réaliser ses rêves. Et Que les gens se fassent plaisir un peu, plutôt que ça devienne, comme tu dis, une souffrance. c'est ça, Ok. exactement. Et tu as rencontré beaucoup de gens en souffrance? Ouais, beaucoup. Au départ, c'était chaotique. Enfin, le business model ne fonctionnait pas du tout, mais je te le transmets parce que c'est assez drôle. C'est intéressant. Au départ, je suis allée voir des clubs qui étaient... On me disait, Amandine, ce club-là, faut que tu ailles le voir parce que ça va pas du tout en termes de rentabilité, Oui. etc. Je prenais beaucoup de temps pour aller voir ces gens-là. Je savais qu'ils n'avaient pas d'argent. Donc, ce que je leur disais, bah écoute, en fait, on travaille ensemble, tu mets les trucs en place. Moi, je me rémunérerai à 6 mois en fonction de ton résultat net, de l'évolution qu'il y a eu. Waouh! Le business model était pourri. Mais C'est pas... tu me paieras quand tu veux, Ouais, t'inquiète pas. c'est ça. Mais je voulais pas que l'argent soit une problématique. Je veux dire à quel point ça a pu m'aider, moi aussi, dans le développement de mon entreprise, parce que je me suis rendu compte qu'en levant cette problématique majeure-là, donc j'ai travaillé avec j'ai étudié toutes ces entreprises-là, j'ai pris du temps avec eux, etc. Et en fait, quand je leur ai fait le bilan en leur disant, ben voilà les points d'amélioration, voilà ce qu'il faut faire et tout, ces gens en fait m'ont dit non, je ferai pas ça. Et je dis, mais attends, en fait, là, aujourd'hui, tu es à cette situation-là. Dans un an, tu vas arriver là. Moi, je te donne les solutions pour faire le pont. Pourquoi tu veux pas les mettre en place? Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est vraiment que les gens qui sont dans la merde, il y en a qui veulent pas être aidés. Du coup, là, ça a été un peu la première claque. Je me suis dit, je veux aider les gens qui sont en difficulté, mais la plupart sont pas prêts à s'investir, ne serait-ce que personnellement, dans le changement, pour pouvoir faire mieux. Est-ce qu'ils visualisent pas le succès déjà ou... Je veux pas qu'on rentre dans la psychologie humaine. Et tous les humains ont une espèce de... Ils sont formatés avec des croyances, Oui. tout simplement. Et Non, mais t'as raison, la psychologie c'est nul, ça sert à rien, c'est un mythe. Si, c'est important, c'est important. C'est important, mais on ne peut pas faire un cours là-dessus parce que sinon les gens vont trouver que c'est chiant. Mais en Alors, gros, est-ce que vous avez 4 heures? Allez, on a 4 heures. philo, c'est parti. Top chrono. En fait, on a tous un système de croyances Oui. qui nous permet d'être là où on en est. Et le truc, c'est que si tu veux passer à un autre niveau, il faut que tu fasses évoluer ce niveau de conscience. Et tu as des personnes en fait qui veulent rester dans ce niveau de conscience-là et qui n'ont pas envie de faire mieux parce que peur du changement. Dans une zone de confort. Ouais, même peur s'ils du danger. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, tous ces trucs-là, cerveau et peur, reptilien et tout, voilà, qui se mélangent et qui font que la personne n'est pas prête à faire Je des travaille avec des efforts. reptiles alors. Non mais n'importe quoi. Le mec ne comprend rien. C'est pas possible. Non mais alors tu rigoles, mais on en fait des petits trucs comme ça. Parce que en fait on travaille régulièrement avec des personnes qui ont des peurs et tout ça chez DDE, on est obligé de le traiter parce qu'à un moment donné c'est la réalité du terrain. Et du coup je prends cet exemple-là, je dis mais en fait vous avez un putain de reptile dans la tête. Est-ce que vous voulez que ce soit le reptile qui commande votre vie ou est-ce que vous voulez faire autrement? Parce que le reptile en soi, lui son seul truc c'est pas que tu sois heureux dans ta vie. Ah bon? Mais non, le reptile lui il veut juste que tu sois protégé. Il veut pas que tu prennes de danger. D'accord. Voilà. Donc il veut pas être heureux, mais surtout ne pas faire de changement, parce que le changement ça fait peur. On sait pas où on va, c'est dangereux. Mais on n'est plus à la préhistoire. Enfin, tu vois, avant tu sortais de ta grotte, potentiellement tu pouvais te faire bouffer par un mammouth. Là, c'est plus trop le cas, quoi. Les mammouths sont végétariens. Alors maintenant, on va repartir sur un cours sur les mammouths. On va demander d'ailleurs à Émilie de chez Millipâte de nous faire une petite vulgarisation du régime du mammouth. Et on reviendra après. Je vois bien le petit Émilie qui arrive avec ses interprétations et tout de mammouth, ça fait très drôle. Coucou, salut, c'est Millipâte. Alors aujourd'hui, on va parler du mammouth, parce qu'Amandine nous a dit n'importe quoi absolument sur le mammouth. Non, je comprends très bien. Je comprends très bien. Alors maintenant, si on parle de toi, Émilie, Émilie, Amandine, Géraldine, Amandine. Amandine, ça va bien. Ça va bien. Parlons de toi. Tu as un accent belge. À peu près. À peu près. Bon, tu es du sud de la France, tu es de Montpellier. Je suis originaire de Montpellier, oui. Voilà. Tu étais déjà cavalière là-bas? Oui,
Oui, en fait, parce que ma maman était cavalière déjà avant D'accord. jeunesse, donc Ok. on a toujours eu des chevaux à la maison. Ok. Bon, elle était commerçante à côté, hein, elle était cavalière amateur. Ok. En gros, elle faisait du saut d'obstacle. Mhm. Donc moi, j'ai eu mon premier poney très rapidement à 3 ans. Oui. Ma petite Flicka, que j'ai toujours. pour le Flicka? moment. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, mes parents ont divorcé d'une manière pas très cool quand j'avais 5 ans. Enfin, ils se tapaient dessus, bref, ils faisaient un peu des trucs dégueulasses. On mettra pas ça. Mais tu peux en parler parce que j'en parle, c'est important pour D'accord. la compréhension de mon parcours. Mon système de défense, si tu veux, quand j'étais Mhm. petite, à ce moment-là, c'était un peu pas de me séparer de mes émotions, mais tu vois, de regarder la scène et de voir 2 adultes qui s'aiment et qui souffrent en même temps, enfin qui se font souffrir mutuellement. Oui. Et à ce moment-là, j'ai développé un peu une allergie à la souffrance, si on peut dire ça. Hmm. Donc j'ai grandi dans les chevaux et tout ça parce que pour moi c'était le meilleur endroit où je pouvais être. Ça aide beaucoup. J'aime pas trop dire ça, mais enfin, c'est quand même important de le dire. Ils ont été un peu les personnes qui m'ont élevée. Parce que je supportais très mal Oui. l'autorité, Mhm. je supportais très mal la contrainte et tout ça. Et en Mhm. fait, les chevaux, toujours de manière bienveillante, ils m'ont appris à dire mais en fait, la vie ça se passe pas tout à fait comme Oui. ça. Et c'est la relation que tes parents n'avaient pas. Absolument pas, parce que ma Ouais. mère elle était vraiment dans son business et tout ça, donc très peu présente et tout, mais c'était ok aussi, enfin elle l'était sur ce qu'il fallait quoi. Et puis mon père en fait, il y avait une rupture complète, Hmm. donc pas de repère. À l'école, bon, ça se passait bien en termes d'études, parce que Mhm. je bossais beaucoup, mais par contre avec les gens ça se passait très mal, enfin je me battais tout le temps et tout ça, enfin, c'était un peu une catastrophe quoi. Ouais. Wow. Ouais, non, c'était une cata. Et il y avait que au cheval où j'avais des amis, où je me sentais bien, Oui. où tu vois, on partait en concours le week-end et tout ça, donc je me sentais un peu dans une équipe, quoi. Et ça m'a vraiment aidée. D'avoir des relations saines. Oui, c'est ça, Ouais. c'est ça. Enfin, saine, je sais pas si c'était vraiment sain, parce que j'avais quand même beaucoup de problématiques à ce moment-là. Bah, je veux dire des relations saines avec les chevaux quand même. Ouais, bah là c'est clair. Mais alors il y a une belle histoire quand j'étais petite, Ah. justement où j'ai appris beaucoup de choses. Oui. Et donc j'avais pareil des chevaux encore à la maison. Oui. Ma maman n'était pas là parce que c'était un mercredi matin, moi j'avais pas école, je sais pas, je devais avoir 6 ou 7 ans. Ok. Et je venais d'apprendre en fait dans mes cours d'équitation, je venais Oui. d'apprendre le départ au galop à Juste. Donc du coup, je me dis le mercredi, tiens, j'ai mon bonnet à la maison, je vais monter dessus, mon chète, et puis je vais essayer quoi. Et donc d'un côté ça passe très bien. Et de l'autre, le poney partait tout le temps à faux. Sauf que à ce moment-là, comme je te disais, j'avais vraiment une maîtrise émotionnelle qui était dégueulasse. Donc là, j'ai fait des trucs qui sont pas beaux, mais Oui. c'est aussi de l'apprentissage. En fait, je me suis énervée sur le poney, Oui. j'ai tapé dessus, enfin, je fais des trucs Mm. vraiment pas beaux. Et à un moment donné, je m'arrête, je me sens tellement mal de ce que je fais que je descends et je pleure. Enfin, je suis en mode, puis je me sens nulle, puis en fait, Oui. j'ai pas réussi. Enfin, c'est un moment difficile pour moi. Et je me pose. Je commence à réfléchir et je me dis mais pourquoi il part d'un côté correctement, de l'autre il n'y arrive pas? Qu'est-ce qui se passe? Et dans ma tête c'est de me dire ok mais en fait peut-être qu'il a juste pas compris. Peut-être Ouais. que j'ai pas demandé comme il fallait, peut-être que si j'essayais différemment, il comprendrait mieux. Là je recèle mon poney et en fait là je tente directement du côté où j'y arrivais pas Oui. et du premier coup ça part nickel. Et t'es redescendu tout de suite. Du coup je suis redescendue et en fait là pour moi ça a été un vrai choc émotionnel de Oui. me dire en fait il faut juste peut-être que tu demandes différemment, que c'est peut-être toi Hmm. en fait où... Enfin, tu vois, si tu fais différemment, les gens vont mieux comprendre et les chevaux également. Alors quand même, elle a eu une réalisation super importante dans le monde, on va dire du horsemanship, hein, à l'âge de 8 ans. Pas de Parelli et tout ça, rangez vos affaires. Non, attends, Non, t'es pas là, non, t'es mais pas là, d'accord, j'ai pas pardon. cette prétention. Bon, pas de j'ai- Parelli, revenez, Andy Booth, tout ce que vous voulez, vous revenez. non, j'ai pas cette prétention-là, mais en tout cas, moi, ça m'a aidé dans ma construction d'enfant. De dire, t'es pas obligé de t'énerver de suite et Oui. de taper sur les gens et sur les chevaux et autres. Il faut peut-être juste voir le truc un peu différemment. Je dis pas que du jour au lendemain, du coup, ça a réglé tous les problèmes, mais en tout cas, ça m'a vraiment T'as une aidé. bonne base, hein. Ça donne une base quand même. Hein. Ouais, déjà ça aide. Je dis pas que ça a supprimé, tu vois, complètement les problématiques que j'avais de gestion émotionnelle à ce moment-là, mais en tout cas, ça m'a donné une autre version, quoi. Me dire, j'ai une autre option, que l'option de m'énerver Oui. et de défoncer la gueule de tout le Oui. monde, quoi. D'accord, C'était cool déjà. ok. Défoncer la gueule de tout le monde. J'ai peur de me faire frapper. Non, c'est vrai, Tu me j'ai frappes changé pas, hein. depuis. Je suis T'inquiète plus pas. du tout comme ça. Bon, bref, je continue à grandir, je fais Ouais. pas mal de concours et tout ça, avec Opossum notamment, que Oui. tu as vu tout à l'heure. Je vais jusqu'à faire des élites Grand Prix en concours complet. Et mon objectif, c'est quand même de me dire, je veux faire un bon résultat au championnat de France. L'ambition. Et là, t'as quel âge là? Non, là j'avais avancé un peu, j'avais D'accord. 15 ans à ce moment-là. Ouais, 14, quand même, 15 ans. quand même, Ouais. oui. Oui, et puis surtout qu'en fait, dans le sud de la France, à ce moment-là, il n'y avait pas de poney. Donc j'étais seule à m'entraîner.
J'avais quelqu'un qui venait pour me faire travailler du dressage et tout ça, mais sinon c'était ma mère qui m'amenait en concours et tout ça. Donc tout le programme d'entraînement et tout, j'en ai fait des belles conneries. Tout le programme d'entraînement, ouais, c'était moi qui le faisais pendant la cour de récré et tout. C'était genre bosser à fond pour les études parce que je voulais avoir de bonnes notes, que les gens soient fiers de moi. Et puis c'était en même temps le côté cheval, de dire je veux faire du concours, je veux performer et tout ça, parce que ça avait beaucoup de sens pour moi à ce moment-là. Et en fait, arrive au bout de 2 ans, à chaque fin de saison, le poney, enfin début de saison il était très bien, on avait toujours des bons classements et tout ça, fin de saison toujours beaucoup plus mitigé. Et ça se passait très mal. Et en fait, j'arrive à ma dernière année de poney, sur l'obstacle de la D-Elite, donc j'ai fait le cross et tout ça, je suis 2e avant l'obstacle. Je sais pas si tu as déjà vécu un peu la pression sur ces concours-là, mais c'est-à-dire que sur ces épreuves, quand tu rentres sur la piste, souvent, bon, c'est pas que des gens qui sont de ton côté. Ah oui, et si tu peux te péter la gueule, c'est cool. Ah ouais. Et puis il n'y a pas de bruit et tout ça, donc c'est une ambiance qui est quand même pesante. Et donc je me fais éliminer en fait. Et puis mon rêve en fait s'arrête là entre guillemets. Tout le travail que j'avais fourni depuis des années, là c'est terminé. Donc Opossum part en location chez Valentine, ok, je passe pour elle. Mais il reste toujours avec, en ma propriété en tout cas. Et du coup moi je rentre en études supérieures, en STAPS, dans un DUST qui est animation commercialisation des services sportifs et de loisirs. Et puis en fait là j'ai des cours de préparation physique où on commence à me parler des capteurs qu'on met dans le dos des rugbyman. Et en même temps, je me suis rendu compte, il m'explique que la récupération, c'est aussi important que l'entraînement. Et là, je me dis, peut-être que mon poney, que je bossais 2 fois par jour toute l'année, peut-être qu'en fait, il arrivait en fin de saison, il était rôti, quoi, le machin. Attends, mais c'est quand même rare dans le monde équestre de voir des gens qui réfléchissent à ce point, au point de vue du cheval. Chapeau, pour l'instant. En fait, j'étais obligée par les événements qui se sont passés. Par exemple, j'ai fait le Grand Prix de Pompadour. Moi, j'arrivais, ça faisait 2 mois que je faisais vraiment du haut niveau, entre guillemets, dans le poney. Avant, je faisais du club. Donc, le poney court le cross. On avait l'obstacle 3 heures après. Et moi, j'avais aucune compétence dans préparation physique, que ce soit pour moi, mais pour les chevaux également. Donc, qu'est-ce que je fais? Je finis mon tour. Une fois qu'il a récupéré tout ça, je le remets dans son box. J'arrive 2 heures après, le machin il était crampé de la tête aux pieds. Je le touchais, il sautait en l'air. Forcément, je suis éliminée sur l'obstacle. Et là, en fait, quand je vais rentrer, je vais essayer de comprendre. Et j'ai commencé à appeler les ostéos qui suivent mon poney, je vais commencer à appeler des entraîneurs et tout ça, à leur dire voilà, j'ai eu ce problème-là, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et là, en fait, ils commencent à me dire déjà, il faut peut-être que tu le complémentes. Parce que moi, il avait juste du foin et son petit granulé de base, quoi. On m'a dit déjà, tu vas le complémenter. Donc, on a mis tout ce process-là en place. On m'a dit la récupération, il faut faire ça, ça, ça et ça, notamment la récup active et tout. Moi, je suis une grande fan de la récup active. Et puis, ils m'ont dit aussi, il faut que tu fasses peut-être un programme d'entraînement pour qu'il galope mieux, parce que prendre 1 minute sur le cross, même si tu as déjà 7 minutes de cross, en prendre 1 de plus, c'est très très long. Donc, j'ai commencé à mettre tout ce programme-là en place. J'ai commencé à regarder, est-ce que tu galopes longtemps, est-ce que tu fais du fractionné, qu'est-ce que tu fais le mieux. Et j'ai appris en fait avec l'expérience comme ça. Donc tu vois, j'ai eu plein de tilts, mais en fait qui étaient, si je voulais avancer par rapport à mon objectif, j'étais obligée d'apprendre. C'est ça. Tu parles de ça. Moi, j'ai envie d'aller passer une journée avec 2 personnes. Peut-être que tu connais Bérangère Fels, d'Inaphysio. Voilà. Qui est pas très loin d'ici. Elle est pas très loin d'ici, effectivement. Bérangère, t'es la prochaine. Avec Amandine Croscoff. Donc 2 personnes qui sont vraiment dans le bien-être équin, en fait, qui sont, j'aime pas dire masseuses parce qu'elles sont beaucoup plus que ça. Et on va parler de récupération, préparation, récupération. Et je pense que ce que tu viens de nous dire là, Amandine, toi, c'est que c'est une partie très très importante du travail du cheval. On n'est pas que là pour monter sur le cheval, on le prépare avant, on le prépare après, on le prépare en interne, on le prépare en externe, donc sur la complémentation alimentaire. Il y a une personne qui s'appelle Alimentation Equine, que tu accompagnes aussi. Ah bah voilà. Mélanie, ouais. Bah, il faudrait que j'aille la rencontrer. Elle fait déjà quelque chose avec une cavalière de dressage que je suis, qui s'appelle Margot d'Amonville. Avec des gens comme toi, on arrive franchement à quelque chose autre que le cheval il est au box, puis il va se dépenser en faisant de l'exercice, on va lui donner du granulé, du foin. Non, on est vraiment sur préparation physique, sportive. C'est des athlètes. Là c'était un truc de malade. Tu verrais le programme d'entraînement que le poney il avait. Et puis, même quand on allait faire les galops, parce qu'il faisait des galops 1 fois par semaine parce qu'il avait une foulée qui était petite, donc il fallait qu'il compense avec le souffle, etc. Et c'était des vrais programmes d'entraînement. Il fallait qu'il transpire et que ce soit le pousser un peu vraiment pour qu'il soit prêt pour les concours. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que la 2e année, il était très à l'aise et que sur le premier cross qu'il fait de la saison, il arrive en avance. On se dit, on a fait un bon boulot, quoi. Pour revenir sur ce premier gros échec-là avec Opossum, où c'est terminé, après, je passe en études supérieures. Du coup, effectivement, je me rends compte des capteurs pour les rugbyman, etc. On est en 2014, je crois, à ce moment-là. Et là, je me dis, mais attends, on met des capteurs sur des mecs qui sont capables de parler.
et de dire comment ils sentent. Si on a vraiment besoin, nous, d'avoir en plus de la donnée objective sur des chevaux qui parlent pas, et si moi je me suis plantée, il y en a certainement d'autres qui l'ont fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste de l'empirique, c'est dire oui, on sent que, mais en fait, on sent que dalle. Donc à ce moment-là, ce qui tombe encore super bien, c'est que dans le diplôme que je fais, il y a un concours de start-up en décembre. Et là, du coup, en plus, la personne qui organise ce concours-là, c'est le père d'un ami qui avait fait les championnats de France avec moi. Et du coup, il me dit, Amandine, tu as forcément quelque chose à développer, notamment dans le cheval, il y a plein de choses à faire. Et donc là, en 3 jours, avec l'équipe qui m'entoure, on développe justement un produit connecté d'aide à la préparation physique et au maintien du bien-être du cheval de sport. Il existe encore ce produit? Alors, ça demande beaucoup de développement technique, de R&D et tout ça. Moi, je suis pas du tout formée à ça. La start-up, pareil, je connais que dalle. Enfin, tu vois, j'arrive là à 18 ans en mode comme ça. Et donc, forcément, au bout de 4 ans, en fait, j'implose complètement parce que tu as la pression des investisseurs, la pression des prestats que tu as autour de toi, la pression des gens qui sont autour de toi. Et en fait, j'implose complètement. Enfin, vraiment, je tiens pas le coup. En même temps, j'ai un poste qu'on me propose sur Paris, d'où mon arrivée aussi ici. Donc, je quitte tout. J'arrive à Paris, je change encore d'entreprise, j'arrive chez France Gallo. Chez France Gallo... Je suis vraiment impressionné. Ok, France Gallo. Mais parce que j'ai toujours ce truc-là, tu sais, de me dire je veux avoir un impact positif dans la filière cheval. Oui. Quand je quitte, donc ça s'appelait Performance, P-E-R-F-H-O-R-M-A-N-S-E, avec le horse, tu vois, dedans. Okay. Je vois. Et donc quand je quitte Performance, j'ai quand même cette idée-là que je veux avoir un impact positif dans la filière cheval, parce que je veux leur rendre aussi, tu vois, ce qu'ils ont pu me donner. Et je me dis, sauf que je veux plus jamais être à mon compte, genre avoir une entreprise. Je veux juste être salarié, ce sera très bien. Je comprends. Du coup, je rentre chez France Gallo et pareil, j'ai le doux rêve de dire je vais changer tout France Gallo, tout le code des courses et on va faire mieux, on va plus euthanasier de chevaux, on va mieux les entraîner. Et puis en fait... Ça n'a pas marché. Non. Quel gros échec, tu me déçois. J'étais pas loin parce que j'ai travaillé sur le projet de bien-être équin dans la filière course. Le hashtag Race and Care, ça vient de ce groupe de travail-là. Donc il est plutôt cool. Sauf qu'une fois qu'on avait fait la communication, moi je leur dis les gars, maintenant il faut aller plus loin, il faut prendre des actions. Et là, ils me disent merci, c'est sympa tout le boulot que tu as fait. Attends, pause. Moi, je note quand même que c'est très très important de planter une graine pour éveiller les consciences après. Est-ce que c'était un coup d'épée dans l'eau? Non, je pense pas. Le seul truc, c'est que aujourd'hui, juste parce que France Gallo fait des choses quand même qui sont bien en termes d'antidopage, etc. Alors on peut croire ce qu'on veut, mais il y a énormément de contrôle, beaucoup plus que dans n'importe quel autre sport, etc. Donc il y a quand même des choses qui font bien, ils se posent des vraies questions, notamment sur les obstacles et tout ça, pour améliorer la sécurité et autres. Ils sont quand même assez stricts sur en tout cas le code qu'ils ont mis en place pour que les jockeys le respectent et autres. Il y a des sanctions qui tombent et tout ça, donc il y a quand même des choses qui sont bien faites et je pense qu'effectivement il fallait communiquer ces choses-là déjà un peu plus au grand public. Maintenant, pour moi, je suis quelqu'un qui dit un peu toujours plus à chaque fois. Et je me dis, c'est cool, oui, tu vas faire de la com, mais maintenant il faut faire plus. Parce que, alors, c'était ça aussi qui était important, c'est que pendant ce temps-là, je suis en école de commerce, je passais de STAPS à école de commerce, pour préparer un master. On me demande de faire un mémoire. Et à ce moment-là, quand j'arrive ici, tu sais, il y a toutes les demi-pensions et tout ça. Ici, il y a beaucoup de... et du coup, quand j'arrive ici, en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de développement de, tu sais, les demi-pensions et tout ça. Des gens aussi autour de moi qui me disent, en fait, je veux plus monter en club parce que tourner en rond et juste utiliser le cheval, en fait, ça me saoule. Je veux autre chose, je veux créer une relation. Et là, je me dis, attends, c'est quand même bizarre. On est en 2018, je me dis, c'est quand même bizarre, c'est pas les questions qu'on se posait il y a 4 ans. Enfin, en tout cas, moi, c'était pas l'impression que j'avais. Et donc, à ce moment-là, en même temps, il y a la montée animaliste. Il y a la surconcurrence énorme des structures équestres. Par exemple, dans le sud, chez moi, il y avait 2 structures au départ. En 10 ans, il y a au moins 15 structures sur 5 km. C'est un truc de malade. Et je voyais que c'était un peu compliqué. Enfin, c'était même vraiment compliqué. Et donc à ce moment-là, je vais étudier comment est-ce que les centres équestres peuvent s'adapter à l'évolution de la société. Et donc, toute première partie, j'analyse en fait l'évolution de la société, le rapport aux animaux, le rapport aux loisirs, au bien-être, etc. Et je me rends compte, à l'après-guerre, on était beaucoup sur un moment de consommation. Il faut qu'on consomme parce qu'on a eu peur de manquer tout ça pendant la guerre et autres. Et je me rends compte que là, on est plutôt dans un moment où on est plutôt dans la compréhension. Et pour moi, du coup, c'est vraiment ce passage-là qui est assez important, c'est que oui, la filière cheval, elle s'est développée dans la partie société de consommation, avec l'arrivée des poney clubs, etc., le gros développement un peu partout, la démocratisation, comme tu le disais. Mais là, on est dans une autre ère maintenant. On est plutôt dans la société de compréhension et on veut comprendre ce qu'on fait, on veut comprendre d'où le cheval avec qui on va avoir un lien vient, quelle est son histoire, etc. On veut du sens.
Et on veut plus juste dire je prends mon heure d'équitation, je me marre avec les copains, je saute 3 obstacles et puis je me barre après quoi. Ouais. On veut plus de ça. Et du coup, j'étudie derrière en deuxième partie de ce mémoire-là les centres équestres et les modèles etc. qu'ils proposent à ce moment-là, en 2018. Et je me rends compte que le modèle est très homogène. C'est-à-dire que c'est que des poney clubs ou des écuries qui vont proposer des cours où on tourne en rond, avec principalement du box, un peu de sortie paddock, etc. pour les chevaux, mais c'est tout. On en est où du bien-être du cheval à cette époque? À ce moment-là, pour moi, c'est un peu une étape charnière parce que je me dis si on ne change pas, en fait, on ne va plus pouvoir monter les chevaux. On va plus pouvoir monter les chevaux. Alors, il y avait des choses qui se développaient. Moi, j'avais pris un exemple dans mon mémoire Peyo, qui allait dans les hôpitaux. On commençait à avoir de l'équithérapie et de l'équicoaching qui se développaient petit à petit. Plutôt équithérapie, équicoaching pas trop, je l'ai vu quelques années après. Donc je me dis il y a quand même des choses qui arrivent petit à petit et il faut les étudier et il faut aussi changer un peu le modèle parce que de toute manière c'est pas pérenne à long terme que tous les clubs et les centres équestres aient le même modèle. Donc voilà à peu près à ce moment-là. Quand je rends ce mémoire-là, que je fais l'oral, etc., je me fais une promesse, ce mémoire-là ne devra pas rester dans un tiroir parce que je sais qu'il va aider la filière. Ok. Le seul truc, c'est que, tu sais, je veux plus repartir. Plein de rebondissements. Je veux plus repartir dans l'entrepreneuriat. Ouais. Tu as bien compris avec bien performance. Sûr. Je suis à fond dans l'histoire. C'est mort, genre je referai pas d'entrepreneuriat. Je me dis je vais faire un livre. Et puis après, je me suis quand même posé la question. Je me suis dit un livre avec un mémoire, c'est un peu indigeste, quoi. Globalement, personne va le lire. Et puis j'ai quand même ce truc-là des 2 échecs majeurs, tu vois, avec performance, avec mon poney, où j'ai vu que la pression, je la vivais pas très bien. Donc je me dis, bon, je vais quand même me former pour moi, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, pour mieux gérer en fait mes émotions. Donc là, je commence à me lancer dans le développement personnel, d'abord pour moi uniquement. Je prends une première formation, une deuxième, une troisième, je commence à manger des légumes alors que je mangeais que des pâtes et de la viande. Mon mec me dit, oula, il y a un truc bizarre à ce moment-là. Et puis on commence à faire des séminaires un peu à droite à gauche. Et en même temps, la personne chez qui je me forme, c'est un entrepreneur international qui génère des millions de chiffres d'affaires. J'ai les chèques de performance en tête et je me dis peut-être que je peux aller me former chez lui juste pour comprendre en fait ce qui a bugué dans mon business. Et puis en fait de fil en aiguille, tu vois déjà en avril 2020, première formation de développement personnel, on me demande de faire un peu un tableau des rêves. Pour ceux qui sont membres de DDE, ils vont savoir ce que c'est parce que c'est un exercice obligatoire. Et en fait dans ce tableau des rêves là, j'ai déjà mes 3 piliers de DDE. Qui sont donc le bien-être de l'humain, qui est le social. Le bien-être de l'humain. Le bien-être de l'humain. Le parti économie, donc développement et création d'entreprises rentables et viables. Et la partie bien-être du cheval. D'accord. Meilleure compréhension et autres. Voilà. J'ai ces 3 piliers-là. D'accord. Et quand chez France Gallo, en même temps, ça se passe pas très bien, commence à germer l'idée de dire il faut que je lance quelque chose. Oui. Mais comme j'avais une peur bleue et que je me disais que personne ne payerait jamais pour ce que je vais proposer, je me lance d'abord. Écoute bien la stratégie, parce que je me dis les gens dans le cheval me connaissent, enfin pas tous mais une partie, donc je veux pas développer l'entreprise là-dedans. Je vais d'abord faire une première entreprise dans la communication digitale, parce que j'avais déjà une amie en fait qui m'avait demandé de l'aide là-dedans. Donc je me dis je vais faire ça, comme ça en fait ça n'a rien à voir avec le cheval, si je fais des bourdes, bon ça sera oublié quoi, tu vois. Et je pourrais faire des tests. C'était, excuse-moi, un bon galop d'essai. Bien joué là. Waouh. Et du coup, je fais ça, c'était novembre 2020. C'est ça, novembre 2020. Je fais ça jusqu'à fin février. En décembre 2020, pareil, j'ouvre le compte Instagram Développement Durable Équestre. Je fais une première vidéo, je crois, le 25 décembre. Et après, il n'y a plus aucune publication jusqu'en mars. Faut bien commencer quelque part. Ouais, c'est ça. Je me suis lancée, c'était grosse sortie de zone de confort à ce moment-là. Et puis, ça me fait beaucoup marrer parce qu'aujourd'hui, on est tellement loin de tout ça, tu vois. Mais c'est important de savoir toute cette histoire. C'est ça. Et en fait, France Gallo, je sais que ça va se terminer fin février. Et du coup, je me dis, ok, le 1er mars, je lance des 2 à fond. Et puis l'aventure est partie comme ça. Et depuis, on en est où? Et depuis, alors, pour moi, l'année 2021, c'était une vraie année charnière. Pour me dire, déjà, qui sont les gens qui veulent être aidés? Combien ils sont prêts à payer? Et est-ce qu'ils sont assez pour que je vive de ce business-là? On se remet un peu dans le contexte. Février-mars 2020, Covid. 2021. Non, mais en 2020, on est dans le Covid, non? C'était 2021, je crois. Ah bon? Non, 2020, pardon. C'est le jour où j'ai commencé la formation en développement personnel. Ouais, 2020, pardon. Merci. J'ai eu peur. C'est vrai qu'on a eu 2 ans de Covid. On croit tous qu'en 2021, ça va bien se passer. Finalement, c'est peut-être un peu pire. Toi, t'es quand même dedans, hein? Je sais pas trop. Je suis pas focus là-dessus, en fait, à ce moment-là. Voilà. Donc le Covid, mentalement, tu es quand même dans cette ambiance où on est complètement confiné et tout, et toi tu continues, tu cravaches. Ok.
En fait, je t'avoue que quand tu me le dis, je me dis maintenant, ouais, c'est dingue. Mais en fait, à ce moment-là, je n'étais pas focus là-dessus. Moi, j'étais focus sur le fait de dire j'ai envie d'impacter la filière cheval. DDE, je sais que ça peut avoir un vrai impact. Ça peut vraiment aider des gens. Et je sais que ma voix, elle est là aussi. Parce que j'ai les compétences et autres. Donc, je suis plutôt focalisée là-dessus, pas vraiment sur le Covid en vrai. Ok. Pour moi, c'est admirable parce que on était tous enfermés à la maison. Les gens qui voulaient aller au cheval ne pouvaient pas forcément y aller. Les propriétaires de clubs ou autres, ils avaient du travail par-dessus la tête. T'es quand même dans un contexte où c'est pas facile forcément de se dire je vais développer quelque chose que ça va marcher. Après 2021, pour être tout à fait transparente, ça commençait à sortir déjà. Je sais que je suis allée à la rencontre de clubs. Alors c'était juste avant l'été, tu vois. Oui. Mais je suis allée à la rencontre de club dès avril. D'ailleurs, je suis intervenue en CFA, pareil, en avril. Donc, alors, dans ce cas-là, raconte-moi, ça m'intéresse. L'histoire qui t'a le plus marqué dans l'aventure DDE. Eh ben, en fait, c'est toujours en rapport avec ce tableau des rêves-là. Ouais. Je lance un premier accompagnement de groupe en juillet 2021. Ça y est, je commence en fait à trouver les gens qui sont prêts à payer et que je veux aider et qui sont alignés avec moi. Donc, je donne ce premier accompagnement de groupe-là. Je finis mon Zoom, donc je quitte. Et là, d'un coup, je lève les yeux. Juste à ma droite, donc il y a un mur où il y a accroché mon tableau des rêves. Et en fait, là, je me rends compte, je me dis, mais putain, en fait, ce que j'ai imaginé il y a un peu plus d'1 an, je l'ai fait là. Là, je l'ai fait et j'y suis. Et il y a vraiment le côté, tu sais, j'ai des mots comme transmission, élevé, etc. Ouais. Et en fait, là, à ce moment-là, je suis en train de le faire. Et ben là, du coup, je m'écroule un peu. Enfin, je m'écroule pas, je suis très fière de moi, mais je me mets à pleurer et tout ça parce que c'est. Ah, il y a de l'émotion là. Ouais, c'est clair. C'est un sacré moment. ouais, non, c'est un beau moment parce que, en fait, tu sais, quand tu te mets dans ce travail-là, tout le travail que j'avais fait en fait avant, je m'étais dit, tu sais quoi, fais-le juste parce que tu as payé très cher. Ouais. Même si tu n'y crois pas vraiment, fais-le parce que au moins pour rentabiliser ton investissement, quoi. Après, à la limite, si ça donne rien, tant pis, mais au moins tu n'auras pas de regrets. Et en fait, j'y croyais pas vraiment. J'y croyais pas vraiment. J'ai fait le truc, voilà, pas à pas, tu vois. Je me suis dit, ok, mon objectif c'est ça, mais ok, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Quel petit pas supplémentaire je peux faire? Et c'est vraiment ce truc-là. Et le jour où je comprends que ce truc-là, ça y est, c'est enclenché. C'est un peu, c'est la révélation. Et c'est le moment où je me dis en fait que tout est possible, quoi. J'en suis pas à 100% persuadée à ce moment-là, mais je me dis déjà, en fait, ce que j'ai écrit là, ça a du sens, quoi. Ça a du sens et ça se met en place. Donc la vraie charnière, en fait, c'était cette année. D'accord. 2022. Et à savoir, alors ça aussi c'est très drôle. On y est 2022. Attends, juste avant, je reparle de juillet. On découvre chaque année quelque chose de nouveau. Non, mais ça c'est marrant parce que en fait ce premier accompagnement de groupe, alors tu vois, je l'ai réussi et tout. Sauf que je fais 10 heures d'accompagnement quand même, plus 2 heures individuelles. D'accord. Et alors attends, je faisais payer ça 120 €. Donc les gens qui me disent là, ceux qui ont des peurs de faire payer et autres, c'est difficile de partir plus loin que moi. Vraiment. 120 €. Ouais, 120 € les 12 heures d'accompagnement. En ticket resto en fait. C'est même pire que ça donc. Mais encore une fois, tu vois, c'était le truc. 120 € déjà pour moi, c'était un effort. Je me dis comment les gens vont payer 120 € pour moi. Mais je me suis dit en même temps, 120 €, je me dis, vu tout ce que je vais leur donner, ils en auront quand même pour leur argent. Donc voilà, je prenais un peu de risque pour travailler en fait moi mon mindset lié à l'argent. Mais pour les gens, je savais qu'ils allaient s'y retrouver. Juste, je voudrais pas du tout juger sur la partie 120 € ou autre parce que je fais des vidéos, moi aujourd'hui je propose des vidéos à 0 €. Donc tu vas me taper après, non? Non mais franchement... C'est fini la violence, on est d'accord. oui, je suis très cool maintenant, t'as vu, tout va bien. Mais après, je t'avoue qu'au départ, j'ai commencé de la même façon. Tu vois, les gens avec qui j'ai passé des heures et des heures à leur faire un plan et tout ça, peut-être qu'ils ont gardé le plan, qu'ils l'ont appliqué derrière, j'en sais rien. Mais moi je suis ok avec le fait qu'au départ, on ne se fasse pas forcément rémunérer tout de suite. Et puis on s'entraîne, et puis on se met en place, et je suis d'accord. C'est ça. Après, le truc, c'est qu'à partir de quel moment il faut passer de la rémunération, c'est qu'à un moment donné, quand tu sens que... Enfin, tu vois, moi j'avais un vrai problème avec l'argent. J'avais vraiment ce truc-là de me dire, les gens ne payeront jamais pour ce que je vais leur apporter. Donc je savais que rapidement, il fallait pas trop que je tombe dans le gratuit, parce que sinon j'allais continuer là-dedans. Donc il fallait au moins, genre, juste, tu vois, même si c'était 20 €, mais au moins tu avais déjà cette action-là que les gens étaient capables de payer pour ce que je proposais. Donc je dirais, si tu as une vraie résistance avec l'argent, c'est important de faire payer. Si c'est pas une problématique et que tu vas aller chercher d'autres choses, c'est ok de faire un peu du gratuit, mais il faut pas que ça dure trop longtemps non plus, quoi. J'ai ce problème. Non mais vraiment, ça fait du bien de l'entendre, parce que quelle valeur on donne à ce qu'on fait, comment on demande aux gens de payer. Moi je vends de l'émotion.
Donc alors comment on met un prix sur l'émotion? Alors. C'est difficile, hein? On pourrait partir en mode coaching pour voir ce qui bloque pour toi et tout ça, mais on va peut-être pas faire ça. Pas tout de suite, Non, mais alors, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, premièrement, de payer, c'est pas que pour toi, c'est aussi pour la personne, parce que quand elle paye, elle s'implique pas du tout de la même manière. Et oui. Et moi, je l'ai vu en augmentant mes prix. C'est qu'à un moment donné, j'avais pas du tout le même type de personne. Et surtout que derrière, il n'y avait pas la même application. Pareil, moi, en fait, quand je donne, je sais que je peux me donner à 200%. Parce que je sais que derrière, la personne va appliquer. Donc, il y a vraiment ce retour-là aussi de dire qu'à un moment donné, voilà, c'est important aussi que les gens puissent payer parce que ça donne pas la même valeur. Et oui. Et je vois très bien, je fais des masterclass gratuites aussi où je donne des clés, les clés que les personnes ont dans les accompagnements. Et où je vois des personnes, comme c'est en visio, je vois des personnes qui ne sont pas du tout connectées. Alors que ce que je leur donne, moi j'ai investi plus de 30 000 € en 3 ans pour transmettre ces clés-là. Donc tu vois, quand je les transmets gratuitement et que je vois des gens qui font autre chose, tu dis, vous ne prenez pas la valeur de la chose que je suis en train de vous transmettre, quoi. Et alors que c'est vraiment important. Donc je parle de 30 000 € de formation, mais plus tu vois toutes les expériences derrière. Bien sûr, 30 000 € plus tout le temps passé. Ouais, le temps passé, l'expérience et tout ça, le fait de me planter, toutes les erreurs que j'ai pu faire, la douleur que ça génère aussi derrière. Waouh. On va continuer sur ton expérience préférée. Yes. Du coup, il y a celle-là, vraiment, c'est le premier truc un peu déclencheur. D'accord. Après, celui-là, je le vends à 120 €. Après, je fais un deuxième accompagnement de groupe en octobre à 500 €. Donc là, tu vois, je commence à m'approcher des prix qui avaient du sens pour moi. Mais en fait, le modèle que je propose à ce moment-là me convient pas tout à fait parce que tu sais, c'est des lancements. En plus, je suis en direct avec les gens, donc je trouve que c'est pas cool parce que j'oublie certaines choses à leur transmettre et autres. Donc je me dis, ok, quel modèle je peux utiliser qui ait vraiment du sens pour moi. Donc à ce moment-là, je me fais accompagner directement par quelqu'un qui a un business qui a du sens pour moi et tu vois où je me dis ok, j'ai envie d'avoir la même vie que cette personne, donc je me fais accompagner par elle et en fait à partir de décembre, DDE, ça prend une autre ampleur. C'est que là du coup pour te donner des chiffres, t'as le recul pour te faire accompagner avec des chiffres, allez. Alors oui, pourquoi en fait je me fais accompagner? Tout simplement parce que pendant performance, la connerie c'était de dire je reste toute seule, j'ai pas besoin d'aide, je vais y arriver toute seule et en fait c'est la plus grosse connerie que j'ai fait. Et si j'avais pas été seule déjà, en tout cas de se faire accompagner par les bonnes personnes et les personnes qui m'inspirent, ça aurait changé la donne, vraiment. J'ai mon amie Margot d'Amonville, dont je parlais tout à l'heure, elle me dit souvent on réfléchit mieux avec 2 cerveaux que 1. Ouais. Donc c'est ça que tu dis, Margot, je crois. Bref, c'est... Et un cerveau bien averti. Il faut faire attention avec. T'as pas dit cerveau bien averti, Margot. À 2 cerveaux, nous on est vraiment nuls, tous les deux. Non mais voilà, c'est important. Je trouve que se faire accompagner par des personnes qui ont la vie que tu désires mener, c'est prendre déjà le bon chemin, tu vois. Parce que j'ai pris aussi des accompagnements avec des gens qui j'avais pas vraiment envie d'avoir la même vie qu'eux et forcément le résultat a pas été dingue. Donc là aujourd'hui c'est vraiment me faire accompagner par les personnes qui ont du sens pour moi et qui ont une vie à laquelle j'aspire aussi. Et du coup aujourd'hui DDE c'est 200 personnes formées, on est 5 dans l'équipe maintenant. Oui, d'accord. Ouais, il y a un 6e poste à pourvoir là. Donc tu es chef d'entreprise aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Okay. Je suis passée vraiment d'indépendante à chef d'entreprise. Ça a été le switch, tu vois, depuis avril de cette année. Waouh, cette année, c'est une année où il y a eu un gros développement. Ouais. Tu as commencé à embaucher des gens et ça continue à se développer. Ouais. Parce qu'il y a vraiment une demande en fait. Un besoin. Alors, c'est très drôle. Ah. Parce que à Ikit à Lyon, tu vois, j'ai des gens qui sont venus me voir, des gens très sympas, mais qui m'ont dit. Typiquement la cible que j'ai, ils sont pas prêts à payer. En fait, chez moi ils payent. Ah. Chez moi ils payent et puis ils sont investis, puis ils se donnent les moyens d'avancer. Alors après, est-ce que c'est... J'aime pas trop parler des outils que j'utilise, parce que pour moi ce qui est important c'est le résultat que les personnes veulent atteindre. Sûr, mais j'utilise en fait le consulting qui est ma base de départ. Et en plus de ça, depuis avril je me forme au coaching parce que je sais que c'est un accélérateur. Tu vois, quand tu as des peurs ou autre, si moi je suis capable de poser les 2-3 bonnes questions pour faire péter la croyance entre guillemets, ça permet à la personne d'aller beaucoup plus vite. Donc c'est vrai que d'intégrer quand même le coaching, et je l'ai intégré en fait directement, tu vois, le développement personnel directement dans la formation. J'ai toujours le premier module qui était qui tu es, quelle est ta raison d'être, ton pourquoi. Tu vois, on revient à la passion. Et le pourquoi, pour moi c'est vraiment important. Et c'est ça qui me drive aussi et qui me fait me lever les matins où c'est difficile. Oui. Ou qui me fait pas baisser les bras. D'accord. C'est vrai que ça peut être difficile parfois. Quand tu perds, pas l'objectif, mais le sens de ce que tu fais, tu as l'impression de perdre le sens, tu n'as plus envie. Et, on peut vite tomber dans un cercle vicieux. Non, c'est dur. Parfois c'est dur, mais tant qu'on a la passion, pour moi, parler un peu de moi, c'est parce que comme j'ai la passion de la vidéo et du cheval, que je commence à faire ce que je fais et que je trouvais pas le sens de ce que je faisais avant. Ouais, c'est
ça. Et là, j'ai fait 3 heures de route pour venir, mais c'est 3 heures pendant lesquelles j'étais vraiment heureux de prendre les bouchons, en fait. Écouter des gens s'engueuler à la radio et tout, enfin voilà quoi. Mais voilà, j'avais juste hâte d'arriver et de découvrir tout ça. Dis-moi alors, imaginons que j'arrive, voilà, salut, je m'appelle Jal, comment ça se passe? Comment ça se passe? Plutôt bien déjà. Ouais, ça. L'idée, ce que je te disais tout à l'heure en arrivant, c'est que globalement, quand les personnes elles viennent chez DDE, ouais. Y a quand même un questionnement de dire aujourd'hui ça va pas. Ah ouais, d'accord. Que ça aille pas alors sur ta vie personnelle ou sur ta vie professionnelle. Oui. Ok, ça peut être les deux à la fois. Souvent les deux. Ouais. Parce qu'en fait pour moi je sépare pas les deux parce qu'on a plusieurs piliers dans notre vie. Oui. Et c'est la vie complète quoi. Pour moi le pro impacte le perso impacte le pro. Oui. Donc les personnes qui arrivent, souvent il faut quand même qu'elles soient un peu en confiance et qu'elles sachent où est-ce qu'elles arrivent. D'accord. C'est pour ça que nous, nos valeurs chez DDE, c'est vraiment la bienveillance d'abord. Ça veut pas dire qu'on va pas te dire ce qu'il faut qu'on te dise. Ça veut simplement dire que on n'est pas là pour te juger ou autre parce que chacun a son chemin de vie. On a eu tous un parcours, hein. C'est ça. Ouais. Donc on est là pour s'entraider et tous se tirer vers le haut. Deuxième valeur, c'est la croissance et la passion. Ok. Voilà. Et croissance parce que on est quand même là pour avancer. On n'est pas là pour faire, j'aime bien dire du psycho-chien. En gros, c'est genre juste dire que ça va pas et que les gens autour de nous sont des cons et tout ça. Tu vois, oui, d'accord, oui. Ah oui. L'objectif, c'est quand même de créer, développer ou développer une entreprise équestre. Oui. Donc voilà, on reste quand même focalisé sur cet objectif-là, mais on sait qu'on va avoir des moments un peu de down et autres, et on est aussi là pour ces moments-là, et pour aider la personne à se tirer un peu vers le haut. Donc voilà pour cette partie-là, et une fois que tu arrives chez DDE, globalement, comment ça se passe? En principe, ça dépend de l'accompagnement que tu prends, parce qu'on a 2 accompagnements principaux aujourd'hui. On a un accompagnement qui est très structurant, qui va te donner étape par étape comment faire pour créer et développer ton entreprise de façon rentable et viable. Tout en prenant des clés essentielles pour le développement vraiment complet de ton entreprise. Moi, j'aime souvent les personnes qui viennent sur cet accompagnement-là, c'est soit pour aller chercher des prêts à la banque, soit pour créer leur entreprise. Mais je leur dis, en fait, c'est pas juste la finalité, c'est pas juste le putain de dossier que tu vas aller prendre pour donner au banquier. Oui. Non, c'est plutôt le fait que tu vas capter des clés aussi qui vont te servir toute ta vie d'entrepreneur. Ouais. Parce que ce que je transmets, c'est vraiment ce que j'applique au quotidien. Il y a toute la partie d'objectifs, il y a toute la partie de suivi de ce qu'on fait. Tu vois, par exemple, l'étude de marché, moi j'en refais tous les 6 mois. Là, on est en train de préparer celle de décembre. La partie financière, là encore hier, j'étais le nez dans les finances. Toutes ces clés-là que... J'aime pas ça. Non, mais c'est mon challenge. Tout le monde aime ça quand tu viens chez DDE, je te promets. Ah bon? D'accord, ok. On fait les choses simples. L'idée, c'est que ça soit simple. Ok. Et... C'est vraiment rassurant d'entendre ce genre de choses, hein, je vous le promets. Et non, mais ça peut être simple en vrai, la finance. On n'est pas obligé, tu vois, on n'est pas obligé que ce soit les contenter et toutes ces conneries-là qu'on a appris à l'école qui ne servent à rien en vrai. Ça, c'est bon pour les comptables, pas pour nous. Oui. Nous, on doit être juste des pilotes, donc on doit comprendre ce qu'on voit, mais on n'est pas obligé de savoir le faire. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc, calculer un chiffre d'affaires, normalement, ça va à peu près. Oui. Mais pareil, la marge, tu vois, si elle sort automatiquement, si ton comptable il la sort, il faut que tu saches à peu près ce que c'est que le résultat net et autres. Donc, l'idée, quand tu rentres dans cet accompagnement-là, c'est que soit tu as ce programme très structurant qui va te donner étape par étape, et donc tu réalises les étapes. Nous, on est plutôt 1 gramme d'action vaut mieux que 100 kilos de savoir, donc tu as pas mal de challenges à la fin de chaque module. 1 gramme d'action vaut mieux que 100 kg de savoir. On va faire des phrases très inspirantes. Et du coup, c'est beaucoup de passage à l'action. Beaucoup de passage à l'action, et puis on est là en soutien. Donc ça, c'est le programme Le Pied à l'étrier. Et puis tu as les groupes Hennissement Pro, Hennissement Créa, qui sont des petits groupes où on se retrouve en fait une fois par mois, directement sur Zoom, et où on va échanger pendant un certain temps. En principe, c'est 2 heures, 3 heures, ça dépend. Ok, d'accord. Mais ça, c'est pas moi qui le veux, hein, c'est les... Mais bon, c'est l'heure de manger quand même. Ça fait 2 heures. C'est ça. Et du coup, on se retrouve, on échange sur les problématiques de chacun, sur les challenges aussi qu'on veut mettre en place le mois d'après. Et comme ça, on s'engage à se dire, ok, je vais faire ça parce que c'est important pour mon business. Et on avance petit à petit. Voilà. Et tout le monde se tire un peu vers le haut, quoi. Ouais, c'est vraiment l'objectif. Moi, au début, je vendais ces accompagnements-là en me disant, c'est juste des accompagnements business pour t'aider à créer ou développer ton entreprise. En fait, les gens me disent, non, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça en termes de soutien, j'ai des personnes qui grandissent vraiment. Je vais parler de Léa parce que c'est le dernier témoignage que j'ai en tête. C'est une personne qui a rejoint l'accompagnement en décembre, donc 2021. Et Léa, quand elle est rentrée dans cet accompagnement-là, en tout cas quand je l'ai eu au téléphone, elle me disait j'ai peur, je sais pas par où commencer, je sais pas. Alors elle n'a pas encore d'entreprise, mais c'est en cours d'être montée, donc ça s'appelle Equilibertad, au cas où. Et elle disait vraiment j'ai peur toutes les 3 mots, c'était assez dingue. Et quand je l'ai revue là, donc j'ai fait son interview à Lyon la semaine dernière,
Et en fait, Léa, elle était en mode oui, il y a des challenges sur le chemin que j'avais pas capté au départ, donc ça va prendre peut-être plus de temps que ce que j'avais prévu, mais je sais exactement où je veux aller, je sais quelles sont les étapes, je sais par où commencer, etc. Elle a déjà organisé des stages, elle a participé à une conférence, enfin, tu vois, des trucs. Et pareil, elle me disait oui, qu'elle était allée à Saumur, qu'elle avait discuté avec la cavalière de l'équipe de France de dressage, je sais plus son nom. Je suis désolée. Je suis désolée. Et elle a été capable de discuter avec elle et tout. Elle me dit mais avant jamais j'aurais pensé avoir la capacité de faire ça. Et du coup, tu vois, c'est dingue en termes de comment la personne se ressent elle-même. Et ça, je crois que c'est la plus grande réussite. C'est de voir vraiment que c'est des transformations durables sur les personnes. Oui. Ça, c'est dingue. Ah bah voilà une belle histoire. Ouais. Et qui Libertad. Ouais. On va essayer de suivre ça. Mais il n'y a pas que ça, tu vois. On a Maï aussi qui a eu son prêt à la banque, qui a développé son poney club cet été et qui a ouvert du coup en septembre. Waouh. Ça faisait 4 ans qu'elle remettait au lendemain son projet, qu'elle ne le mettait pas en place. On a plein de belles success stories. C'est vrai qu'on peut avoir des belles idées et tant qu'on n'agit pas, on peut pas mettre le pied à l'étrier comme tu as dit tout à l'heure. Mais je comprends. Voilà. C'est ça. Ça a beaucoup de sens tout ça. Qu'est-ce que tu souhaites par la suite? Qu'est-ce que je souhaite par la suite? Alors, en réalité, je me tire un peu une balle dans le pied quand je dis ça, mais... Allez. En fait, moi, j'adorerais, parce que ma vraie raison d'être, c'est que tout le monde soit heureux avec les chevaux. Ouais. En réalité, ce que j'adorerais, c'est que tout le monde vive hyper méga épanoui et vive sa vie de rêve avec les chevaux. Parce que j'aurais plus de job, mais tant pis. Je ferais autre chose. Et au moins ça, ce serait fait, tu vois. Je peux le causer. Enfin, je sais pas si il y a un vrai sens à ce que tu fais en fait, hein. Ah mais non mais c'est un truc de fou. Enfin, moi vraiment les gens que j'aide, déjà c'est des gens que j'adore. Parce que c'est des gens qui sont dans la philosophie des DE et tout ça et qui veulent avancer et autres. Et même s'ils ont des difficultés et parfois des histoires de vie qui sont vraiment pas faciles, c'est des gens qui sont là et qui avancent et tout. Enfin, je pense qu'ils se rendent pas compte, mais du coup je vais leur transmettre aussi. Je les remercie déjà, et puis c'est des personnes qui sont pleines de courage et vraiment des très belles personnes et qui manquent un peu de confiance en elles. D'accord. Qui ont eu des parcours un peu... C'est pas le cas de toutes, hein, mais pas un parcours forcément simple, qui n'ont pas osé croire en leurs rêves. Aujourd'hui, elles ont le courage de le faire. Donc, là, alors l'idée, c'est effectivement, il y a encore du besoin, de la demande des autres. Je pense que, et même au-delà du cheval. Honnêtement, tu vois, j'ai des personnes qui me contactent qui sont dans les animaux. J'allais te demander justement. J'ai des personnes qui travaillent dans les chiens. Oui. Alors je leur ai dit par contre on va parler que de poney. mais c'est des clés en fait universelles que je transmets. Donc c'est ça. Donc c'est des clés universelles que je transmets. Donc de toute manière ils vont quand même pouvoir appliquer sur leur business. Donc ça marche. Mais tu vois, il y a au-delà aussi du cheval à voir. Mais en tout cas pour les chevaux, l'idée de DDE c'est que déjà on va se structurer un petit peu pour que j'ai un meilleur équilibre vie pro, vie perso moi aussi. Ah bah voilà, parce qu'on avait oublié de parler de ton équilibre vie pro, vie perso. C'est la première chose que tu m'as dit tout à l'heure. Hein. Alors c'est surtout là depuis, en fait je vais être, comme ça vous allez rentrer dans les coulisses un peu de DDE. Dans la structuration, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte en juin-juillet que la manière dont je fonctionnais, en tout cas, et avec le fait de comment le business grandissait, je ne pouvais plus assumer tous les rôles dans l'entreprise. Donc j'ai commencé à m'entourer de personnes. Sauf que je pense que j'ai mal défini aussi ce que j'avais besoin, mais j'ai vraiment besoin d'un bras droit en fait, qui fasse des actions à ma place, que je fais aujourd'hui. Là aujourd'hui, les personnes qu'on a sont des personnes qui viennent renforcer l'équipe, qui donnent une meilleure valeur ajoutée, tout ça, qui mettent des choses en place en plus. Donc voilà, j'ai cette personne à trouver, qui va être mon vrai bras droit et qui va être la petite main aussi en arrière-plan de DDE, pour que moi je puisse continuer à créer et que je puisse encore intervenir et tout ça, parce que il y a des beaux projets à venir en tout cas sur les prochains mois. La création, c'est important pour toi, hein. En fait, c'est hyper important parce qu'il y a du besoin. Tu vois, et si je savais que le besoin était comblé, entre guillemets, j'irais pas plus loin, je me concentrerais sur ça. Mais là aujourd'hui, je sais qu'il y a des besoins supplémentaires où je peux donner encore plus. Moi, pareil, depuis, comme je te disais, je continue à me former. Voilà, là, je pars au Portugal fin du mois. En même temps, j'ai une autre formation en ligne qui tourne. Donc, j'ai besoin aussi de transmettre ces clés-là. En plus, quoi. Donc, c'est d'autres programmes qui vont venir. Mais pour ça, il faut que j'ai le temps aussi de pouvoir les créer. Il faut se dégager du temps. Et bah voilà, ça y est, ça grandit tellement que... Là, je t'avoue que là, on est aux écuries. J'ai monté cette semaine. Ça faisait 2 mois que je n'étais pas montée sur un cheval. Donc voilà, donc du coup, ça fait un peu de bien. Mais en fait, c'est hyper important pour notre équilibre aussi. Parce que même si on travaille dans sa passion, comme je te disais au départ, si on fait rien d'autre à côté, on n'a plus d'identité, entre guillemets. Et on se définit que par le boulot. Ouais. Et franchement, c'est pas ouf. Là. Non, c'est pas ouf. On est nous aussi. Ouais,
c'est ça. Et donc de retrouver un peu, tu vois, de remonter à cheval et tout ça, de reprendre ces sensations-là et tout, ça fait beaucoup de bien. Et ça permet en fait, je travaille sur ce truc-là, c'est un petit challenge que j'ai. Oui. Donc, mais perdre du temps, entre guillemets, parce que pour moi, en fait, quand je n'étais pas en train de bosser, c'est comme si je perdais du temps. Je rigole parce que je comprends ça. Mais tu vois, je suis en train d'intégrer que perdre du temps, Oui. c'est essentiel pour que j'en gagne derrière et que ce que je donne, c'est plus de qualité. Parce que quand tu es trop focus et que tu es crevé et tout ça, tu donnes pas les bonnes clés, tu as moins d'énergie et autres, tu es moins dans ton intuition, donc tu vas moins... C'est ce qu'on appelle un effet tunnel. Et on est vraiment focalisé sur le tunnel et on voit pas, on n'est pas dans un tunnel finalement. C'est ça. Et c'est important, effectivement, tu vois, comme tout mon parcours, c'est de voir un peu aussi ce qui se passe à l'extérieur. Oui. Ce qui me permet, moi, de pouvoir mieux créer, d'avoir plus de, je sais pas si on veut dire inventivité, mais... Si, créativité. Voilà, créativité. Plus de créativité, et du coup, j'ai besoin aussi de ces moments-là, mais comme tout être humain, donc c'est normal. Et en soi, peut-être, ça aussi, c'est un blocage, je vous le transmets parce que ça peut aider d'autres personnes. Mais en fait, c'est pas parce que vous bossez beaucoup que vous allez plus mériter que les autres de bien vivre de votre activité. Et il n'y a personne qui viendra vous donner des bons points ou des gommettes parce que vous avez y a plus de mérite là finalement. Parce que vous avez travaillé 50 heures en fait. Et la question à se poser, c'est se dire aussi à quel point tu ne t'aimes pas pour te faire autant souffrir et te dire que tu mérites parce que tu bosses 70 heures semaine. Tu vois. Et ça, c'est une vraie question à se poser. C'est vraiment important. Tu peux le redire ça? Ouais, alors c'est à quel point tu ne t'aimes pas pour te faire autant souffrir et te dire du coup que tu bosses autant et que du coup tu vas mériter ce succès-là que tu peux avoir dans ton entreprise. Mais en fait, en vrai, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Enfin, je pourrais travailler 20 heures et que ça fonctionne.